Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Live Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Louis Côté, qui est le président là, du Fonds de Lucar. Il est venu à quelques reprises sur le podcast, donc merci Louis Merci d'être là beaucoup aujourd'hui. pour l'invitation encore une fois. Je Ça commence à fait- m'y Pour plaire. commencer, aujourd'hui, je pense qu'on va parler de financement créatif. Oui, Qu'est-ce que c'est? Puis, allons-y directement dans les questions, là. oui. Ben, pour commencer, là, le financement créatif, je sais que tu en as quand même utilisé à quelques reprises là, pour tes business. Puis je me demandais, là, dans ta perspective à toi, comment tu as pu te servir de ça pour leverager de l'argent puis aller chercher des sources de financement peut-être peu conventionnelles auxquelles on ne penserait pas tout de suite. Puis Ouais. comment tu as pu utiliser ça là, pour... Mais c'est ça, tu sais, puis pour celles et ceux qui nous écoutent à la maison, tu sais, personnellement, j'ai fait 3 acquisitions d'entreprises. Puis mes 3 acquisitions jusqu'à maintenant, ça a été des structures financières qui sont différentes. Évidemment, tu sais, on le sait, il y a beaucoup d'opportunités qui vont arriver parce que, bon, il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui vont être à vendre dans les prochaines années. Personnellement, je pense que le domaine de l'équité privée, donc l'acquisition d'entreprise, est un bon véhicule porteur pour bâtir une forme d'indépendance financière. Puis, dans le cas de ma première acquisition, les machines distributrices, ça, dans le fond, c'était vraiment une transaction all cash. Fait que, tu OK. sais, puis pourquoi je l'ai fait all cash? Euh, Essentiellement, c'était la rapidité. Tu sais, il existe 3 façons principales de venir financer une acquisition. Ben, 4, disons. Tu sais, as les banques à charte, fait que les Desjardins, RBC, BMO de ce monde. Après ça, tu as les banques plus spécialisés dans le domaine des acquisitions, comme par exemple la BDC. Il y a aussi le fonds Evol. Il y a différents fonds aussi qui existent pour ça. Puis après ça, il y a également le financement, ce qu'on appelle le seller financing, donc le financement par le propriétaire de l'entreprise, donc une balance de prix de vente. Puis également, on a tous les investisseurs externes, donc que ce soit de la parenté, des associés, etc., qui veulent venir injecter ton capital, puis ton propre capital. Fait que c'est un peu les structures, puis on en parlera peut-être plus en détail là, dans le podcast aujourd'hui, mais c'est ça. Pour revenir à ma première transaction, je l'avais faite all cash. Je trouve personnellement qu'il y a les avantages de faire une transaction all cash. OK. Comme quoi? C'est vraiment de devenir axé sur la rapidité. Fait que, tu sais, Mhm. quand il y a le temps de faire un financement, mettons, avec une banque à charte, ça prend entre 60 à 90 jours peut-être OK. pour faire un deal. Des fois, il y a des opportunités d'acquisition qui se font, qui nécessitent une rapidité, tu sais, de transaction. Souvent, ces genres d'acquisitions-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent des acquisitions à rabais, entre guillemets, là. Fait que, tu sais, ils sont vraiment vendus moins cher que prévu, comme un peu les ventes aux enchères, là, tu sais, qu'on avait parlé l'autre fois ensemble, là. Je comprends. Les ventes aux enchères de la ville de liquidation, tu sais. Tu as besoin de capital parce que ben, si tu le prends on the spot, donc ça peut être des opportunités. Moi, dans mon cas, c'était ça. Fait que, tu sais, j'ai acheté l'entreprise, pardon, j'ai acheté l'entreprise, je l'ai optimisé, puis après ça, je l'ai vendu. Fait que, ouais. J'imagine que ça peut être une façon de te différencier des autres acheteurs potentiels qui n'ont pas nécessairement le cash à déployer tout de suite. Puis toi, tu arrives là, puis tu fais un achat qui est plus rapide puis qui peut faciliter la vente, là, j'imagine. Ouais, exactement. Puis on a eu Samuel Roussin aussi sur le podcast là, il y a quelques temps. Puis lui, c'est un investisseur immobilier. Puis, tu sais, dans son contexte aussi, lui également, tu sais, il en a fait des transactions all cash OK. parce que ça te permet justement de bouger rapidement sur un deal. Mhm. Tu sais. Évidemment, c'est plus intéressant pour un vendeur de se dire, OK, ben, il y a une lettre d'intention, puis le cash est accessible live. Là, tu sais, il me fait un chèque, puis il me paye. Tu sais. Évidemment, c'est pas accessible à tout le monde au départ, mais c'est ça. Dans mon cas, c'était le cas. Donc, c'est pas mal ça. Après ça, dans le fond, ma deuxième acquisition, donc un commerce, là, pignon sur rue, un café. Ce qui est arrivé dans ce contexte d'acquisition-là, c'est essentiellement un financement avec la BDC, OK. dans le fond. Fait que ça a été avec la Banque de développement du Canada. Puis, dans ce contexte-là, on a vraiment fait le financement traditionnel, fait que monter le dossier, etc., etc. Là, je ne sais pas si tu avais des questions particulières avec le... Ouais, ben ça, le processus peut prendre environ combien de temps? C'est quoi qu'il faut? Est-ce que j'imagine qu'il faut une bonne cote de crédit? Il faut sûrement Mhm. aussi avoir des actifs à mettre en collatéral. Comment ça fonctionne? Puis Ouais. comment on peut arriver avec un bon dossier devant la banque, la BDC, par Mhm. exemple, ou toute autre banque Ouais. pour être solide? Mais il faut comprendre que dans l'univers de l'acquisition d'entreprise, là, tout est possible dans le sens qu'il n'y a pas de règle du pouce. Ça va vraiment dépendre de, oui, certains facteurs clés, mais c'est pas nécessairement comme en immobilier, là. Tu sais, il y a plusieurs facteurs OK. qui peuvent être ajustés. Donc, par exemple, tu sais, ce qu'on appelle le concept du BAYA, là, donc le bénéfice avant intérêt
investissement puis amortissement. Donc, ça, c'est un concept qui est clé là, pour celles et ceux qui ne savent pas c'est quoi. Allez peut-être vous renseigner sur Internet, là, sur le BAYA. Mais dans le fond, de la façon que nous, on le construit, nos deals, c'est souvent que la BDC va venir financer à 75% le deal. Fait mettons qu'on fait une acquisition à 1 million, ils vont venir financer 750 000 du deal. Puis après ça, le 250 000, c'est ce qu'on appelle un apport en capitaux propres. Fait qu'à ce moment-là, un apport en capitaux propres, c'est soit du financement personnel, fait que toi-même qui mets des liquides, soit tu vas venir trouver d'autres investisseurs dans ce cas-là, ou des partenaires. Fait que ce qui est intéressant, c'est ou une balance de prix de vente du vendeur. Une balance de prix de vente, essentiellement, c'est que tu as comme deux prêteurs dans le deal. Tu as la banque, puis tu as également l'ancien propriétaire. Fait que lui, il va te financer, puis toi, tu vas le rembourser à partir des profits de l'entreprise. Donc, comme ça te permet de, faire une acquisition en protégeant ton capital de départ, parce que tu n'as pas besoin de l'investir dans le deal. Puis deuxièmement, la banque aime ça parce qu'il s'assure que le vendeur ne part pas comme un voleur. Si jamais il y a anguille sous roche dans l'acquisition, bien, le propriétaire ne voudra pas nécessairement rester, right? Donc, ça permet un peu de protéger tout le monde. Puis, toi, ça t'affecte beaucoup moins également parce que tu rembourses, comme j'ai dit, à partir de l'entreprise. Là. Fait que c'est un petit peu de la façon de faire. En termes de délai, ça va dépendre beaucoup de l'équipe que tu as en place. Là, parce que, dans le fond, ça prend un notaire, avocat, comptable. Mais dans le fond, c'est vraiment simple quand tu as accès à tout ça. Ça peut prendre en moyenne entre 30 à 60 jours. OK, c'est quand même assez rapide. Oui. Évidemment, il faut que tu aies accès à des templates, des outils, des choses comme ça pour accélérer la cadence. Là. Mais nous, on est en mesure de vraiment standardiser tout ça puis rendre ça hyper simple. Là. Mais c'est quelques paramètres à comprendre au début. Mais après ça, quand tu en fais plus qu'une, comme on le fait, ça se fait vraiment rapidement. Là. Ouais. Super. Puis parlant de la balance de prix de vente, je pense que c'est un concept qui est assez intéressant pour la plupart des acheteurs, la plupart des vendeurs aussi. Tu en as parlé un peu. Dans le fond, c'est que le vendeur va financer une partie du deal qui peut servir également de mise de fonds. Donc ça vient quand même aussi dégager des possibilités, puis ça nécessite moins de capitaux à investir de l'acheteur. Puis je me demandais, ça serait quoi, selon toi, les raisons de faire ça du côté de l'acheteur, tant que du côté du vendeur? Puis aussi, s'il y a peut-être des inconvénients auxquels on ne pense pas, on parle de la rapidité, peut-être que c'est plus long de négocier une balance de prix de vente. J'étais curieux de t'entendre parler là-dessus. Ben, tu sais, puis ça revient un peu à mon histoire, mais tu sais, dans le contexte de ma troisième acquisition, justement, c'est une entreprise technologique, puis c'est plus associé. Ça a été vraiment payé à partir des liquidités de l'entreprise. Puis l'avantage d'une balance de prix de vente, comme dans le contexte de ma dernière acquisition, c'est essentiellement que tu as la chance de, comme je l'ai mentionné, de ne pas mettre de tes propres liquidités dans le deal. Mais deuxièmement, ce qui est intéressant pour le propriétaire, pourquoi le propriétaire dirait, c'est parce que pour comprendre simplement, là, disons que, je sais pas, on achète un lave-auto. Okay, on va acheter un lave-auto à 1 million de dollars. Bien, disons, on va faire 2 millions de dollars. Okay? On achète un lave-auto à 2 millions de dollars. Puis, la banque, la BDC, la Banque de développement du Canada, si elle évalue que le lave-auto vaut en effet 2 millions de dollars, ils vont financer à 75%. Fait que, je ne vais pas dire n'importe quoi. There you go. Fait qu'il va financer 1,5 million, puis il y a un 500 000 à venir gaper. Évidemment, il y a très peu de gens qui ont 500 000 à avoir en cash. Right? Puis c'est normal. Dans le fond, le vendeur, à la base, s'il est accompagné, il va comprendre que ça fait plus de sens de venir seller finance une partie du 500 000 manquant parce qu'il est conscient que un jeune entrepreneur n'a peut-être pas 500 000 en liquide là, à mettre dans un deal. Right? Donc, de un, ça facilite la transaction. Puis de deuxièmement, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une exonération du gain en capital pour les entrepreneurs. En ce moment, au moment où on enregistre l'épisode, on tourne à peu près autour d'1 million en 2024, c'est ça? Oui, exact. 1 million... 1 million, je pense 17 000, là, quelque chose comme ça. Fait que là, ça devient un peu plus technique, là, mais essentiellement, puis pourquoi on négocie ça, c'est que le propriétaire, lui, ne sera pas imposé sur le premier million. On est d'accord? Mais sur le deuxième million là, de la vente complète de son lave-auto, mais ce million-là va être imposé. Okay? Évidemment, il y a moyen de faire des roll-up et de minimiser l'impôt, mais il y a aussi le concept d'un report d'impôt. Donc, si, exemple, nous, on se dit, bien parfait, il y a sur le 500 000 que tu vas nous financer, bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on va donner 100 000 à chaque année pendant 5 ans, par exemple. Puis comme ça, ben lui, au lieu de déclarer 1 million de gains dans son année de vente, il va déclarer, par exemple, 500 000, right?
Fait qu'il va y avoir 500 000 de gains, puis l'autre année d'après, il va y avoir un 100 000, 100 000, 100 000. Mais vous comprenez, tu sais, pour celles et ceux qui connaissent les différentes brackets d'imposition, tu sais, tu le sais que c'est vraiment plus avantageux de venir spreader cette vente-là sur plusieurs années. Puis, à l'inverse aussi, ce qui est intéressant, c'est que moi, personnellement, quand je vais négocier une balance de prix de vente, mon but, c'est de jamais, c'est de minimiser mon apport en capital. C'est pas que j'en ai pas, mais c'est juste que j'aime mieux garder mon capital intact dans la transaction dans le but de peut-être le réinjecter dans l'entreprise si je vois une opportunité ou de venir un peu me protéger. Si jamais il y a eu une bad luck, ben, au moins j'ai du capital sur le side qui est prêt à vraiment venir supporter l'entreprise. Fait que la façon que moi je le mets en place puis comment que l'équipe le met en place, c'est essentiellement qu'on va donner aussi un taux d'intérêt. Fait que, la plupart du temps, le vendeur, ce qu'il va faire quand il vend son lavoto 2 millions, il va pas nécessairement aller dépenser le tout à Miami ou genre acheter 5 Audi R8, là, on s'entend. On espère. C'est ça, il va en profiter. C'est probablement un monsieur à la retraite, il va en profiter, il va s'acheter une maison, mais on s'entend qu'il va en placer une grande partie. T'sais. Puis souvent, à leur âge, mettons, ils ont peut-être 50, 60, 65 ans, ben, ils vont le placer dans des choses qui sont relativement conservatrices en bourse. Des CPG, des obligations. Et ils ne le mettront pas nécessairement dans les S&P 500 parce que c'est peut-être trop volatile en vue de leur retraite. Ils sont sur le bord de leur retraite, littéralement. Fait que tu dis qu'ils vont investir dans un véhicule en bourse qui va rapporter à peu près 5% par année, règle du pouce. Puis dans le cas, ben moi, je me dis, OK, ben la balance de prix de vente de 500 000 ben, on va te donner un taux d'intérêt là-dessus de 4, 5, 6%. Puis là, après ça, la question qu'il faut y poser dans cette phase-là, ce qui est intéressant, puis ce qui permet de faire une acquisition à moindre coût, c'est vraiment de se dire, OK, ben moi, essentiellement, je vais te donner un taux d'intérêt là-dessus. Puis lui, tu peux y faire comprendre que ultimement, tant qu'à placer son argent à la bourse, est-ce qu'il fait plus confiance à quelque chose qu'il ne contrôle pas puis qu'il n'a jamais connu ou quelque chose qu'il a bâti pendant 30 ans qu'il connaît comme le fond de sa poche? Est-ce qu'il croit plus entre 10 000 entreprises en bourse qui n'a aucune idée c'est quoi ou l'entreprise qu'il a bâti de ses propres mains pendant 30 ans? Right? Fait que là, c'est capable de le faire cheminer là-dedans, puis de faire comprendre que puis souvent, c'est le problème de la littératie financière. T'sais, des fois, ça prend une certaine flexibilité puis une certaine forme d'apprentissage, mais si tu es capable de bien le vulgariser, ça te permet d'un peu de débloquer la clé justement de la balance de prix de vente dans ce contexte-là. Puis, ben, ça permet de roll up plusieurs acquisitions. T'sais. Puis un lavoto qui fait 2 millions de chiffre d'affaires, en termes de profitabilité, ça fait peut-être, je sais pas, entre 3 à 400 000 $ de profit. C'est hyper lucratif. Là, on parle d'un cash flow. C'est comme si tu avais une dividende de 15 000 $ par mois qui rentrait. Là. Right? C'est pas un petit investissement, c'est un gros retour potentiel. Ben vraiment. Ouais. Puis, il y a moyen d'acquérir ça à moindre coût, évidemment. Là. Fait que... Ouais, puis comme tu dis, tu prends cet argent-là pour repayer les obligations qui sortent, par exemple, de la balance de prix de vente du prêt. Fait qu'au final, c'est cash flow positif au jour 1. Puis par rapport à la balance de prix de vente, je trouve que justement, comme au niveau de l'éducation financière, peut-être du côté de l'acheteur puis du vendeur, il y a du chemin à faire parce que je pense sincèrement que c'est la meilleure chose pour les deux parties parce que d'un côté, l'acheteur il a besoin de mettre moins de mise de fonds. Puis, il reçoit un financement du vendeur. Le vendeur va probablement continuer à s'impliquer un peu plus dans l'entreprise puis à vouloir continuer que l'entreprise grossisse. Puis, en plus de ça, ben, il y a les avantages fiscaux qui viennent se greffer à ça. Ce que tu as abordé, là, le concept de sur 5 ans, c'était super bien vulgarisé. Si certaines personnes veulent aller voir le concept plus technique, ça s'appelle une provision pour gain en capital. Puis, comme tu l'as mentionné, on peut étaler le gain en capital sur 5 ans. Donc, ça permet de réduire les positions. Puis, en plus, aussi, ça donne un rendement. Là, si on ajoute un taux d'intérêt pour le vendeur il obtient un rendement qui est somme toute relativement sécuritaire là, parce que lui, il connaît sa business, puis souvent, ben, la business est cash flow positif, donc le rendement va être présent. Je sais qu'il y en a plusieurs qui pensent que où ça semble complexe, mettons, acheter une entreprise, mais en réalité, c'est hyper simple. Là. Je veux dire, si tu es capable de travailler, tu es capable d'acquérir une entreprise, là, puis évidemment, tu as besoin d'une forme de capital. Je ne dis pas que on fait que des acquisitions sans mise de fonds. C'est plus, le contexte est plus. Ça n'arrive pas dans la majorité des transactions, mais ça reste que si tu arrives avec la bonne structure financière au départ, il y a moyen de minimiser
ta mise de fonds nécessaire. Là. Puis c'est ça que je trouve intéressant, contrairement par exemple à l'immobilier, où il y a énormément de compétition, énormément de gros joueurs. Quand tu arrives et tu demandes une balance de prix de vente dans un marché où tout le monde achète cash, où les gens sont, j'exagère, là, mais où les gens sont hyper agressifs, il y a de la surenchère, le vendeur a vraiment intérêt à acheter, à vendre avec une balance de prix de vente dans le contexte immobilier. Right? Mais dans un marché d'entreprise, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup moins de compétition. Le financement peut être beaucoup plus créatif parce qu'on peut faire plein d'ajustements, on peut mettre des choses en collatéral, etc. Puis également, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus, pas nécessairement illiquide, là, mais il y a moins, il y a moins d'acheteurs, il y a moins d'acheteurs puis il y a plus de vendeurs. Fait que tu es vraiment dans un marché où tu as l'avantage, puis où ce que les vendeurs sont souvent très près de la retraite. Là, donc, eux, ils veulent que la transaction ait lieu là, parce que, veut pas, c'est toute leur retraite. Puis ils veulent s'assurer que la business reste pérenne. Évidemment, il existe d'autres stratégies de financement que je trouve intéressantes, comme par exemple du consulting for equity, d'avoir des partners, de faire des fusions. Il y en existe des dizaines, là, des stratégies de financement puis d'acquisition. J'en ai fait 3 personnellement, mais j'en connais qui en ont fait plein d'autres. Puis, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis jeune là, dans ce domaine-là, mais j'ai des mentors qui en ont fait, des dizaines d'acquisitions. Là. Il y a Martin Dutout qui est dans l'équipe de Live maintenant. Il a fait 10 acquisitions au courant de sa vie. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé par une salle d'événement. Il a acheté une compagnie d'armoire et cuisine. Il y avait une épicerie fine. Ah ouais. C'est que la stratégie. C'est ça, c'est hyper diversifié. Puis les gens pensent, mettons, que c'est pas accessible ou que c'est. Mais bien au contraire, c'est tellement un monde, je trouve, qui est fascinant où tu as énormément de liberté. Puis quand tu es intelligent, pas nécessairement quand tu es intelligent, mais quand tu es conscient des différentes façons de modeler les deals, tu te rends compte que tu as comme vraiment beaucoup de latitude. Là. Fait que c'est ce que j'aime, tandis que je sais pas, l'immobilier, moi, personnellement, ça m'interpelle moins parce que j'ai l'impression que, de un, tout le monde est dans l'immobilier, right? Puis tout le monde, c'est une structure qui est rigide. C'est pas compliqué. Là. Ils prennent tes ratios d'endettement, ton revenu personnel, puis la rentabilité de la bâtisse. Là. Évidemment, tu as des avantages quand tu as ta propre compagnie de construction. Puis, c'est là que je trouve que c'est intéressant, ce qui n'est pas le cas pour moi. Fait que je trouve que c'est intéressant de venir évaluer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'immobilier sans nécessairement avoir de edge. Définitivement. Ouais. Fait que puis j'en connais bien là, des gens qui ont acheté de l'immobilier puis qui sont vraiment pas rentables, puis qui ne le seront pas avant comme 20 ans. Là. Puis on dirait que l'univers de l'entreprise, des PME, je trouve que je sais pas, à date, tous les gens avec qui j'ai parlé, évidemment, il y a des histoires qui se passent moins bien parce qu'ils ne sont pas préparés et ne sont pas accompagnés, mais tous ceux-là que je connais qui ont fait des acquisitions, ils ont doublé, triplé leur mise là, en 5 ans. Là, fait que c'est beaucoup plus rapide, contrairement à l'immobilier. L'immobilier, c'est très long terme, peut-être un petit peu plus passif. C'est sûr qu'il y a des options, par exemple, avec des maisons de chambre ou quoi que ce soit, d'augmenter les revenus. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup misé sur la plus-value de l'immobilier, plus que le cash flow, alors que ça devrait être un peu plus l'inverse là, pour un investisseur habituellement. Je dis pas que l'immobilier, c'est pas bon, mais je pense que l'immobilier, ça devrait peut-être venir par après. Je pense qu'il faut avoir une source de revenus, que ce soit par un emploi, par une business, par des business, avant d'investir dans l'immobilier. C'est pas ça qui va rendre riche, c'est peut-être ça qui va plus conserver le capital de la personne. Ouais, mais honnêtement, Louis, c'est ça, c'est comme dans n'importe quoi, c'est pas facile en soi, je veux dire, t'as des humains à gérer, il y a son lot de défis comme investissement, mais j'ai l'impression que pour l'avoir vécu des deux côtés de la médaille, là, en tant qu'investisseur immobilier, de personne qui a créé son entreprise, puis de personne qui a acquéri des entreprises, on dirait que si je regarde d'un point de vue neutre ou à froid, en termes d'accessibilité, en termes de flexibilité au capital, etc., j'ai vraiment l'impression que la transition puis le contexte économique facilite beaucoup l'acquisition d'entreprises. Parce que je sais pas, pour avoir parlé à plusieurs entrepreneurs aussi, puis plusieurs personnes qui souhaitent bâtir une forme d'indépendance financière, oui, tu peux te spécialiser, oui, tu peux épargner aussi, mais pour avoir une indépendance financière peut-être plus rapide, là, mettons dans le contexte d'une décennie, ça va être difficile de la bâtir
sans avoir des sources de revenus supplémentaires. Là. Définitivement. Puis ça, c'en est une. C'est pas... Ce que je trouve cool aussi, c'est que tu peux faire les deux en même temps. Right? Tu peux garder ton job, ta sûreté, puis avoir ton entreprise aussi. Fait que, c'est ça que je trouve intéressant. Puis je trouve que c'est beaucoup plus accessible. Puis c'est un peu l'espèce de mythe, par exemple, le trading. On n'en parle pas tant que ça sur le podcast, mais le trading a de l'air simple, a de l'air efficace. Right? Tu mets 10 000 $, tu fais 20% de profit sur ton trade, tu fais 2000 packs. T'achètes au bon moment, Ouais, tu revends au bon moment, tout simplement. Hein. Exact, mais le trading, c'est tellement difficile, puis on dirait que t'as pas nécessairement d'obligation. Fait que j'ai l'impression que la plupart des gens qui échouent ou qui se lancent en trading dans le but d'augmenter ses revenus va très rarement y arriver parce que tu n'as aucun engagement. Tu commences, ok, parfait, bon, je commence avec ma simulation, j'ai investi sur 10 nat un peu, 1000, 2000, 3000, mais il n'y a rien qui va te tenir accountable. T'as bien beau, à moins que tu aies un coach ou un mentor qui t'aide à le faire. Mais si tu es toute seule là-dedans, ça va être plutôt difficile, Évidemment, ça a des avantages. Bon, tu peux travailler à partir de ton laptop et tout, mais dans l'univers de l'acquisition de l'entreprise, c'est aussi vrai. Tu peux ne pas être là en présentiel dans l'entreprise. Évidemment, il faut que tu aies certains mécanismes en place, mais au moins, tu es accountable. Je pense que pourquoi les gens ont du succès en immobilier, c'est que quand tu achètes l'immobilier, tu l'as, ton hypothèque, tu l'as pendant plusieurs années. Évidemment, tu peux revendre, mais le but, puis c'est pas compliqué, mais tu peux pas acheter et revendre en une journée. Je comprends. Il y a un plus grand délai, il y a une plus grande friction de sortir de là. Ce qui est la même chose dans l'acquisition de l'entreprise. Puis on le sait, tu l'as probablement vécu, tout ce que tu fais sur une période d'une longue durée a d'énormes chances de réussir. Si tu n'arrêtes pas de le faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu apprends constamment, tu apprends tes erreurs, tu demandes du feedback autour de toi, t'itères, c'est inévitable que ça va fonctionner. Right? Malheureusement, je trouve qu'en trading ou d'autres façons de faire des revenus passifs ou des revenus supplémentaires par les week-ends, c'est que justement, tu n'as pas l'espèce d'obligation de OK, actually, il faut que je show up. Ces 10 employés-là sont à moi, puis j'ai des comptes à recevoir, etc. Fait que le cash flow va se bâtir comme ça, puis ça te force à rester 3, 4, 5 ans dans la même sphère. Puis je trouve que, honnêtement, tous les gens que j'ai connus dans ma vie qui ont du succès financier, là, entre guillemets, là, qui sont indépendants puis qui font ce qu'ils ont envie de faire, c'est tous des gens qui ont eu plusieurs échecs, mais qui ont juste passé au travers de chacune des échecs, où ils ont bâti une forme de database ou d'apprentissage, puis ils ont juste persévéré, ils ont itéré, puis après ça a fini par fonctionner. Fait que, même chose en trading, j'en connais pas là, qui après 1 an, il était profitable. Ça prend du temps, c'est comme dans tout. Puis je trouve que l'acquisition d'entreprise permet justement ça. Donc, c'est pas Puis, pour faciliter ce processus-là, je sais que Live est rendu avec une équipe quand même très compétente, avec beaucoup de... C'est multidisciplinaire. Il y a des gens qui ont des forces et des faiblesses surtout des forces, des forces dans plusieurs domaines. Comment que Live peut aider à faciliter ce parcours-là, puis peut-être minimiser les risques d'erreur? On parlait du financement plus tôt. Il faut avoir un dossier qui est bien monté pour aller chercher du financement, par exemple à la BDC ou à des banques à charte. Comment que Live peut aider pour les gens qui aimeraient se lancer dans cette aventure-là? Ouais. Ben, nous, en ce moment, on est rendu 15 dans l'équipe. Donc, il y a moi, il y a le directeur des opérations, Guillaume, il y a le directeur au financement, il y a Marc. Bref, on a tous nos départements. Puis, de la façon qu'on est structuré, c'est qu'on a avocat, notaire, fiscaliste, etc. Puis, pour l'avoir vécu, on a d'autres coachs aussi qui l'ont vécu. Donc, tu sais, quand tu fais 5, 6, 7, 8, 9, 10 acquisitions dans ta vie, tu commences à développer un certain pattern des outils. Fait que nous, essentiellement, la plateforme puis ma vision de tout ça, c'est vraiment que les gens qu'on accompagne, by the click of a button, en cliquant sur un bouton, ils ont accès aux meilleures entreprises qui fit leur profil. Parce que toi, mettons, Louis, tu voudrais acheter une entreprise, ben, puis moi, mettons, qui voudrais acheter une entreprise, on n'a pas les mêmes caractéristiques, on n'a pas les mêmes skill sets, on n'est pas rendu à la même place dans la vie. Fait que, tu sais, ça varie beaucoup. Fait que notre but, c'est vraiment de bâtir un engine, un algorithme qui va permettre de recommander les meilleures entreprises à vendre. Nous, on a une équipe à l'interne qui s'occupe d'aller chercher, d'aller trouver les entreprises pour les gens qu'on accompagne. Puis également, c'est de les prendre par la main puis de les aider à justement faire le montage financier, s'assurer que c'est un deal qui est cash flow à chaque mois, s'assurer que ça soit profitable,
s'assurer que ça augmente leur situation financière. Tu sais, si quelqu'un vient nous voir et il dit ben, je fais 60 000 par année puis j'aimerais en faire 80, puis j'aimerais ça passer du domaine où ce que j'aime plus ou moins à le domaine du plein air qui me passionne, ou peu importe le sujet qui les intéresse davantage, ben nous, on va regarder justement dans leur secteur géographique, secteur d'activité, en termes de revenus, etc. On a accès à toutes ces données-là, puis on va commencer à recommander des entreprises. Puis comme ça fait un bon transfert. Il y en a qui c'est peut-être une formule plus hybride, où ils vont être en partie actionnaires de l'entreprise, ils vont cash flow un 10, mettons un peu moins, là, mettons un 4 à 5 000 $ de plus par mois. Ben, c'est peut-être beaucoup, là, mettons, disons un 2 000 $ de plus par mois. Ça va augmenter leur salaire de 20 000 par année. Puis en même temps, ils gardent leur emploi qui aiment. Right? Fait que, tu sais, il y a vraiment tout ce qu'on fait est pas mal custom, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à standardiser un peu le processus d'acquisition. Donc, on a développé vraiment un système qui est clair, puis qui est vraiment step by step, qui permet aux gens de passer de ça m'intéresse, l'univers de l'équité privée, j'aimerais ça faire peut-être plus de revenus, à OK, je suis propriétaire d'une entreprise qui me génère X dollars de plus. T'sais. Puis entre les deux, c'est vraiment toute l'espèce de diligence, acquisition, délégation, montage financier, etc., que nous, on s'occupe entre les deux. Et après ça, évidemment, les gens, ils ont juste à suivre notre accompagnement puis le processus là, pour y arriver. Super. C'est Yes. vraiment clair. Exact. Puis c'est ça, ma vision à long terme, évidemment, c'est de venir un jour peut-être être justement une genre de BDC, une Banque de développement du Canada, où ce que nous, on va pouvoir venir financer ces reprises économiques-là. Parce que je trouve que c'est un univers qui va être super important d'un point de vue économique pour les 10 prochaines années. Fait que le but, c'est de venir justement aider les gens dans l'acquisition puis être les prêteurs financiers pour ça. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Puis en ce moment, on essaie d'accompagner un maximum de gens pour justement un peu bâtir notre réputation puis notre relation avec ces gens-là pour montrer que on a du savoir-faire et qu'on est capable d'aider les gens à acquérir des entreprises. Fait que, ouais. Nice, vraiment cool. C'est vraiment une belle mission parce que on en voit quasiment chaque semaine là, des études qui sortent sur le transfert générationnel qui s'en vient. Fait justement, de mettre un peu d'huile dans l'engrenage pour aider ce transfert-là, je pense que c'est une mission qui est très respectable. Absolument. Merci beaucoup, Louis, d'être venu sur le podcast. Avais-tu d'autres questions sur le financement avant qu'on termine l'épisode? Ou? Je pense que ça fait quand même le tour. Comme tu dis, c'est assez custom, donc j'ai l'impression que si les gens ont des questions sur le financement, ils pourront se référer directement à toi et à toute ton équipe, puis ça va leur faire plaisir de leur répondre. Non, absolument. Puis tu sais, c'est ça que... C'est peut-être juste en terminant, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment l'espèce de... Tu sais, c'est obscur parce qu'il n'y a pas tant de gens qui en parlent et qui en connaissent, mais ce qui est le fun, c'est que littéralement tout le monde peut s'adapter, apprendre, puis prendre un peu une espèce de part du gâteau de la grande succession, comme on l'appelle. Donc, merci beaucoup, Louis. C'était toujours un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup à toi. Donc, pour les gens qui nous écoutent à la maison, on vous remercie énormément de porter attention à ce qu'on fait. Puis, on se dit à la semaine prochaine.